Alors, donc comme j'ai bien précisé, donc on va s'intéresser à tout ce qui est niveau 2. Donc en parlant de niveau 2 ou bien couche 2, ceci fait référence bien évidemment aux notions de modèle. Donc vous avez déjà traité ceci au niveau du module IP Essential. Donc on a parlé de deux modèles, pardon. Ce sont le modèle OSI et le modèle TCP/IP. Donc le modèle OSI, c'est un modèle de référence et le modèle TCP/IP, c'est le modèle d'implémentation qu'on trouve dans les machines. Donc pour que ces machines-là arrivent à échanger une information, à échanger des données et communiquer, au niveau de leur noyau, nous avons le modèle TCP/IP qui est implémenté. Mais pour traiter les couches d'une manière détaillée, pour comprendre les services offerts, les différentes fonctionnalités, on aura recours au modèle OSI. Donc ici, en parlant de niveau 2, c'est par rapport au modèle OSI, c'est ma référence. Donc maintenant, on va s'intéresser principalement à tout ce qui est switched networks, donc au réseau commuté. Donc, comme on sait tous que réellement, il y a plusieurs technologies qui changent, qu'il y a plusieurs informations que nous sommes en train d'échanger, il y a des contraintes de sécurité et de fiabilité qui sont toujours en surface. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin de évoluer en termes des réseaux LAN. Donc, le réseau LAN, il n'est plus le réseau isolé auquel l'utilisateur il doit se connecter pour consommer un service donné. Donc, aujourd'hui, on parle plutôt des réseaux qui sont sans frontières. Donc, quelle que soit votre position, vous devez arriver à accéder à ce réseau-là, le réseau LAN, et consommer le service concerné. Donc, en parlant des éléments convergés au niveau de ce réseau-là, donc on parle principalement des services qui consomment beaucoup de bandes passantes, d'accord? Donc, ce sont réellement des applications de temps réel, telles que le IP phones, telles que le vidéoconférence, ces services-là, donc le vidéo support, voice gateways, ces équipements et ces services, réellement, ils sont gourmands en termes de bande passante. Et on ne peut pas les éliminer de nos jours. Donc, on doit on doit penser bien évidemment à des facteurs et à des paramètres afin de améliorer au mieux notre réseau. D'accord? Donc, bien évidemment, ces réseaux-là, les réseaux ayant des éléments tels que Voice IP ou la vidéoconférence. Donc, on aura plusieurs types de trafic à gérer. Donc, vous aurez par exemple un trafic de messagerie, un trafic de Voice over IP, et vous avez un trafic web. Les trois trafics, ils doivent acheminer le même support physique. D'accord? Donc, bien évidemment, une gestion de ce parc informatique, elle est exigeante. D'accord? Donc, les administrateurs, ils doivent penser à stabiliser au mieux ce réseau-là. D'accord? Donc, comme j'ai bien précisé tout à l'heure, on ne peut plus éliminer l'utilisation de ce genre d'application qui est gourmand en termes de bande passante. D'accord? Donc, c'est pour ça Cisco, il a pensé à tout ce qui est réseau sans frontières. Donc, le réseau sans frontières, c'est-à-dire que quel que soit l'utilisateur, il va arriver à consommer le service qu'il veut. D'accord? Donc, soit il va passer par une connexion Internet, soit via une connexion d'un réseau PSTN, quelle que soit fibre optique, il doit se connecter vers le serveur dont il a besoin. D'accord? Donc, en fait, les réseaux d'entreprise, ils vont essayer de créer ce genre de réseau. Donc, afin de créer ce genre de réseau qui va, en fait, offrir un service aux utilisateurs, quel que soit le type d'accès. Est-ce que je suis en train d'utiliser un réseau à filaire ou un réseau sans fil? Donc, je dois y accéder à ce service. Donc, on doit fixer des paramètres pour créer ce qu'on appelle ce réseau sans frontières. Donc, c'est quoi cette architecture qu'on doit opter pour avoir ce réseau sûr, ce réseau fiable et ce réseau transparent? D'accord? Donc, quels sont les paramètres? Voilà, quels sont les principes sur lesquels on doit se baser? D'accord? Donc, principalement, en parlant d'un réseau en fait sans frontières, donc les réseaux LAN réellement, ils doivent ils doivent fixer quelques paramètres. Donc, on parle d'un réseau qui est hiérarchique. Donc, le réseau LAN maintenant, au niveau de sa conception, il doit être basé sur la notion de niveau, là sur la notion de hiérarchie. Donc, on va avoir des niveaux et une arborescence. Donc, on parle du access layer, distribution layer et core layer. D'accord? Donc, on va
fixer les éléments, on va fixer les différents composants de notre réseau IP suivant cette architecture. D'accord? Donc, afin de bien comprendre le rôle de chaque équipement, donc de bien placer nos équipements au niveau de notre réseau. La deuxième caractéristique ou le deuxième principe, c'est qu'il doit être modulaire. Donc, c'est quoi réellement la modularité? C'est le fait que ce réseau-là, il peut intégrer à tout moment des nouveaux services, comme il peut enlever des services. Donc, ça va être par module. D'accord? Donc, le fait d'éliminer un composant au niveau de cette architecture, il ne va pas poser l'arrêt de ce réseau-là. D'accord? Donc, on parle d'une modularité, ou la modularité au niveau de ce réseau-là. D'accord? On parle aussi de résilience. C'est-à-dire quoi la résilience? C'est-à-dire que ce réseau-là, il doit être disponible, toujours disponible, quel que soit le cas. D'accord? Donc, c'est pour ça on aura à planifier toujours ce qu'on appelle un plan B. Qu'est-ce qu'on veut dire par un plan B? C'est-à-dire qu'on doit définir toujours un deuxième chemin en cas de panne. Donc ici, si vous vous concentrez sur ces niveaux-là, vous allez détecter qu'il y a ce qu'on appelle une redondance. Donc vous allez trouver des équipements redondants, vous allez trouver des chemins redondants. D'accord? Donc pourquoi réellement cette conception? C'est pour assurer un critère de disponibilité au niveau de notre réseau. D'accord? Et bien évidemment, le dernier principe, le critère, c'est la flexibilité. D'accord? Donc, la flexibilité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que votre utilisateur, à tout moment, il peut basculer du chemin. Il n'est pas obligé d'utiliser toujours le même chemin. Vu que je suis en train d'assurer la redondance, donc si le premier chemin il tombe en panne, c'est flexible, il peut modifier son chemin et emprunter un autre. Mais bien évidemment, vous devez offrir ce deuxième chemin-là pour avoir ce qu'on appelle la flexibilité. Donc, pour résumer, pour avoir un réseau commuté sans frontières, vous devez utiliser ces paramètres-là, voilà, ces principes. Et les humains, c'est qu'il doit être hiérarchique, c'est qu'on doit avoir de la modularité, la résilience et la flexibilité. D'accord? Donc, en parlant du modèle hiérarchique, l'arborescence, on parle principalement de ces trois couches, comme je viens de le citer. Il y a la couche accès, la couche distribution et la couche cœur de réseau. D'accord? Est-ce que c'est clair jusque-là? Je suis en train de présenter en général les principes d'un réseau commuté. Ben, en parlant maintenant de réseau hiérarchique, j'ai dit que il y a trois couches, la couche accès, la couche distribution et la couche cœur de réseau. En parlant de la couche accès réellement, elle va représenter quoi? C'est quoi la couche accès? Qu'est-ce qu'on va trouver au niveau de cette couche-là, suivant ce schéma, à votre avis? Qu'est-ce qu'on va trouver au niveau de cette couche? Les routeurs. Les routeurs. Donc, là, on a un réseau qui est commuté, un réseau LAN. D'accord? Donc, les équipements réellement qu'on va trouver ici, c'est plutôt des switches et des points d'accès. Les routeurs, ils vont être dans un autre niveau. D'accord? Donc, oui, on va trouver des switches, on va trouver des téléphones IP, on va trouver des points d'accès, des PC, des tablettes. Donc, les équipements qui peuvent être, voilà, qui peuvent avoir des adresses IP. D'accord? Donc, c'est la couche qui va nous permettre d'accéder au réseau. Donc, c'est la première interface entre les équipements finaux et le réseau. C'est le point d'entrée. D'accord? Donc, on va trouver tout ce qui est équipement au niveau 2, tels que les points d'accès et les switches. On va trouver aussi les équipements finaux, des serveurs, des machines, une tablette, ainsi de suite. Tout équipement qui peut être doté d'une adresse IP. C'est clair? C'est par rapport à la couche réseau, couche accès, pardon. Maintenant, en passant à la couche distribution, donc comme son nom l'indique, donc la couche distribution réellement, elle va occuper de la distribution du flux. D'accord? Donc le flux, elle est le trafic qui va être généré. Donc ici, j'ai eu plusieurs types de trafic. Un trafic qui vient du département, par exemple, Information Technology, celui-là du management, celui-là c'est du server firm, ainsi de suite. D'accord? Donc des trafics différents. Donc ici, la tâche de la couche distribution, c'est de organiser ce flux.
D'accord? Donc, elle va organiser réellement ce qu'on appelle les domaines de diffusion et les domaines de collision. D'accord? Donc, elle va s'occuper à créer les vélins. D'accord? Donc, elle va identifier chaque flux. D'accord? Comment il va être acheminé. Donc, la tâche réellement de cette couche-là, c'est de s'intéresser en ce qui concerne tout ce qui est switching and routing. Donc, tout ce qui est routage et commutation. Comment on va organiser ce flux. Donc, ça va être la tâche de la couche distribution. Elle va collecter toutes les informations qui proviennent de la couche accès. La couche finale, c'est la couche cœur de réseau, c'est la couche auquel on va trouver notre réseau backbone. C'est-à-dire quoi le réseau backbone? C'est le réseau qui comporte toutes les technologies de haute performance, telles que par exemple la fibre optique, telles que par exemple les routeurs performants. Donc, ils vont nous permettre de acheminer nos paquets vers d'autres réseaux. D'accord? Donc, on a au niveau de la couche cœur de réseau, ça va être une connexion vers d'autres réseaux externes. C'est le point de relais vers les autres réseaux externes. Donc, en quelque sorte, la couche accès et la couche distribution, ils vont être en local. C'est l'organisation en local de notre réseau LAN. D'accord? Et la couche cœur de réseau, elle est constituée des équipements de haute performance. Elle va nous relier vers le réseau de FAI, le réseau d'une autre entreprise, ainsi de suite. D'accord? Donc, de cette façon-là, on a pu séparer entre les différents niveaux. D'accord? Donc, c'est une manière afin d'organiser notre réseau pour qu'il soit réellement un réseau sans frontières. D'accord? Est-ce que c'est clair la différence entre les trois couches? Oui. D'accord. D'accord. Donc, ici, une fois une entreprise, elle a opté vers cette architecture de réseau commuté qui est une architecture hiérarchique, elle est en train réellement de réaliser ou elle a d'assurer une qualité de service. Donc, vu qu'il y a des services qui demandent de la bande passante, principalement à tout ce qui est service de temps réel, tel que le VoIP, tel que la vidéoconférence, tel que le streaming, ces services-là, ils nécessitent la qualité de service. D'accord? Et aucune entreprise de nos jours elle ne peut dépasser ces technologies. Ils sont utilisés, surtout en parlant, par exemple, de tout ce qui est télétravail. D'accord? Donc ici, la qualité de service, elle est un objectif à atteindre, une fonctionnalité à atteindre, bien évidemment. On a besoin aussi de la sécurité. Donc, il nous assure ce genre d'architecture, il assure la sécurité. Il supporte quelle que soit la connectivité. Donc, une connectivité avec fil ou à la sans fil. Donc, quel que soit le support utilisé, notre architecture, elle va supporter ceci, d'accord? Et bien évidemment, elle va vous permettre de développer de plus de technologies et intégrer de nouvelles technologies, d'accord? Donc, même s'il y a de nouvelles solutions, l'architecture hiérarchique, elle ne va pas vous freiner. Au contraire, d'accord? C'est qu'elle se base sur un critère modulaire, d'accord? Donc, quelle que soit la technologie, elle est là pour réellement supporter ces services. Donc, il y a plusieurs types de switch. Donc, chaque constructeur, il a ses propres en fait, modèles. Donc, on parle d'une configuration qui est fixe. Donc, ici, réellement, vous n'avez pas une flexibilité côté configuration. Vous avez un modèle bien précis avec un nombre d'interfaces bien précis. D'accord? Donc, réellement, ce n'est pas flexible. Alors que le modèle modulaire, là, tu peux ajouter des cartes, enlever. Donc, dans ce cas-là, côté configuration, ça sera beaucoup plus flexible. Et la configuration empilable, ici, c'est considéré en tant qu'une technologie de haute performance. D'accord? Donc, elle est composée de plusieurs switches qui sont considérés en tant qu'un seul switch performant. Donc, on parle plutôt d'une génération de commutateurs en fait la plus développée, si on peut le dire. D'accord? Donc, pour dire que c'est quoi le meilleur switch, là, on doit se baser sur un ensemble de critères. Donc, ça sera réellement le choix de l'entreprise. Pour sélectionner un commutateur, le choix, il se base sur le coût, sur la capacité du port d'accepter du trafic, l'alimentation, la rapidité, le buffer, la mémoire, le scalability. Donc, il y a plusieurs critères. Donc, c'est à l'entreprise réellement de sélectionner
l'offre ou la configuration la plus convenable. Donc réellement, en présentant les trois, on ne peut pas dire que celui-là, c'est le meilleur. D'accord? Toujours, ceci dépend de capacité de l'entreprise et du besoin surtout de l'entreprise. D'accord? Donc, allez, c'est un overview général, une représentation générale de tout ce qui est réseau commuté et l'architecture des réseaux sans frontières, des réseaux LAN, de nos jours, qui est une architecture hiérarchique qui se base sur 3 couches. Maintenant, on va parler par rapport à l'environnement switched, donc le comportement réellement de ce switch-là. Donc, le switch, en tant qu'élément, un composant niveau 2, il doit avoir des critères pour acheminer ou commuter une trame. À votre avis, ça va être quoi? Comment un commutateur il va prendre une décision pour commuter une trame donnée? Est-ce qu'il va se comporter comme un hub ou bien comme un répéteur? Qu'est-ce qu'il fait un hub ou un répéteur? يبعث لي بول الكل مثلا. Donc, il va transférer à tous les ports. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on parle d'un équipement qui va amplifier un signal. D'accord? Son rôle, c'est juste une amplification de signal. D'accord? Donc, le switch, elle a le commutateur. Est-ce qu'il va se baser sur le même concept? Non. Merci. Et donc, donnez-moi une réponse complète. Normalement, elle va l'optimiser. Il se base sur quoi? C'est-à-dire optimiser. Par exemple, avec une femme des erreurs de transmission, elle va diminuer, elle va augmenter. On parle pas actuellement on parle pas des erreurs, d'accord? Je parle de commutation ما par يخليش défaut, فما d'accord? Vous allez دي mentionner que كوليزيون مدام فماش كوليزيون. je parle pas de la collision. Je parle comment il va commuter les trames. Comment il va pouvoir commuter les trames. Il a reçu une trame et il va la transférer, oui ou non? Comment il va prendre sa décision? Il y a une décision qu'il va mettre. في circuit intégré. C'est quoi ça? Comment il va prendre sa décision? Par exemple, le routeur, il va consulter sa table de routage, d'accord? Et il va prendre sa décision, d'accord? Donc, le commutateur, pour prendre une décision, il va... Le commutateur, c'est bon, Géo, merci. Donc, le commutateur, pour prendre une décision, il se base sur le port d'entrée, le port auquel il a reçu cette trame-là, d'accord? Et il se base sur l'adresse de destination. Maintenant, c'est quoi l'adresse de destination sur laquelle il va se baser? Quel type d'adresse on va utiliser? Est-ce que c'est l'adresse IP? L'adresse MAC. Voilà, il se base sur les adresses physiques. C'est l'adresse MAC. D'accord? Donc, chaque équipement, on sait très bien que chaque équipement, il est doté d'une adresse MAC unique. On ne peut pas trouver deux machines ayant la même adresse MAC. D'accord? Donc, pour résumer, notre commutateur, notre switch, pour qu'il prenne une décision, il se base sur le port d'entrée, d'accord? Le port auquel qui va générer cette rame-là. Et la destination, ce sera quoi la destination? Donc ici, par exemple, au niveau du port 1, il y aura une trame à transférer. Donc ici, le switch, il a détecté qu'il y a une trame à envoyer. D'accord? Donc la destination, ça sera l'adresse MAC, la machine ayant l'adresse MAC EA. Donc il va se baser sur une table spéciale. D'accord? Ce qu'on appelle la table MAC. D'accord? Donc ça va être cette table-là, la table MAC, sur laquelle il va se baser pour transférer ses adresses. D'accord? Donc, ça va être la MAC Address Table afin de transférer les ports, les trames d'un port à un autre, d'un port source vers le port destination. D'accord? Donc, si le port, par exemple, la destination, c'est EA. Donc, quand il va consulter sa table MAC, il va trouver que la machine ayant l'adresse MAC EA, elle est connectée vers le port 4, suivant ce tableau-là.
D'accord? Donc, c'est clair, il va le transférer d'une manière unicast. Maintenant, dans le cas où il ne connaît pas la destination, comment il va réagir? Est-ce qu'il va supprimer la trame? يبعث en multicast. C'est-à-dire quoi? Il va l'envoyer en multicast. على vers les ports là عنده. Mais c'est pas multicast, c'est pas une communication multicast, d'accord? Redoubena, multicast, c'est un groupe. Tu es en train de communiquer avec un groupe multicast, avec sa main, une communication multicast, d'accord? Donc, il ne s'agit pas du multicast, là, suivant ta définition, d'accord? Donc voilà, ici, il est en train d'expliquer ceci. À la base, une fois le switch il est installé au niveau de votre maquette, la table Mac, elle est vide. Donc par défaut, la table Mac, elle va être vide. Donc il va commencer à apprendre par rapport aux PC qui sont connectés à ces ports. D'accord? Donc on parle d'un auto-apprentissage. D'accord? Donc le switch, comment il va apprendre les adresses MAC connectées à travers ces ports, c'est par deux manières. La manière par défaut, c'est une manière dynamique. D'accord? Donc, c'est de l'auto-apprentissage. Il va essayer de détecter quelles sont les machines connectées via ces ports. Il y a une deuxième façon, elle est la façon statique. D'accord? C'est-à-dire quoi statique? C'est que l'administrateur, il va mettre en place l'association numéro de port adresse MAC. Il va dire que la machine A ayant l'adresse MAC 000A, elle est connectée au port 1. C'est une manière statique. Mais la manière par défaut, elle est une manière dynamique, ou elle est ce qu'on appelle du auto-apprentissage. Il va alimenter sa table MAC, ou elle a la table CAM, Content Addressable Memory, c'est un genre de mémoire de haute performance auquel il va alimenter cette table-là à travers l'information, la correspondance, numéro de port, adresse MAC. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il va essayer à la base, la table, elle est vide. Donc, la machine A, elle vient de lancer une communication. Donc, il détecte que l'adresse MAC 000A, elle est connectée vers le port A. Le port 1, pardon. Donc, il va l'enregistrer au niveau de la table MAC. Par la suite, il va s'intéresser à l'adresse de destination. Donc, ici, il va voir que l'adresse de destination, c'est 000D. Est-ce que cette adresse, elle existe au niveau de cette table Mac actuellement? Non. Non, elle n'existe pas. D'accord? Donc, la table, elle est encore vide. Il est au niveau de la phase d'auto-apprentissage. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diffuser l'information sur le reste des ports. D'accord? Donc, c'est une communication en broadcast, mais faites attention, le port source, il n'est pas censé recevoir cette information. Donc, à partir du port 1, il va diffuser l'information vers le port 2, 3 et 4. C'est quoi l'objectif? C'est pour faire appel. S'il vous plaît, celui qui veut intervenir, il mentionne le message app. Fermez tous les micros. Et les حاب يتدخل, il mentionne le message app. D'accord? On s'organise. D'accord? Donc, j'ai dit que c'est une sorte afin de récupérer l'adresse MAC de la machine concernée. Donc, la machine concernée, c'est la machine D. D'accord? Donc, ici, la machine B et la machine C, ils vont recevoir cette trappe, oui ou non? Est-ce qu'ils vont répondre au switch? Est-ce qu'ils vont répondre au switch? Bien évidemment que non, ils ne sont pas concernés par cette information. Donc, ils vont supprimer la trame. Ils ne sont pas concernés par cette communication. Ils suppriment la trame reçue. Donc, la machine qui est censée réellement nous répondre, c'est la machine qui est connectée au port 4. Donc, dans ce cas-là, le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre à jour sa table MAC. Il va insérer le port 4 et la MAC address 000D.
D'accord? Donc voilà, là, au niveau de la deuxième communication, nous avons envoyé une diffusion à toutes les machines, sauf la machine source. D'accord? Donc, qui est réellement concerné par l'information? C'est la machine D. D'accord? Donc, comme ça, on a pu mettre à jour la table Mac. D'accord? Donc, elle a bien reçu la trame et notre table Mac, elle était mise à jour. D'accord? C'est d'une façon dynamique. C'est à travers la méthode de auto-apprentissage. D'accord? Donc, ici, je vous ai présenté comment ça sera la commutation, comment notre switch, il arrive à commuter une trame de la source vers la destination et comment sa table Mac, elle sera alimentée par la première méthode, elle est la méthode de auto-apprentissage, la méthode par défaut. D'accord? Vous avez des questions? D'accord. Donc, c'est clair jusque-là. Parfait. Donc, je vais parler maintenant le switch réellement pour commuter cette trame. Il a deux méthodes. D'accord? Donc, la première méthode, elle est nommée la méthode store and forward. La deuxième méthode, c'est la méthode cat throw. Donc, on a, au niveau de l'étape précédente, je vous ai présenté la commutation de la source vers la destination. On va voir réellement le switch, comment il va raisonner pour transférer cette trame. Donc, j'ai dit qu'il y a deux méthodes. La méthode 1, c'est la méthode store and forward, c'est-à-dire stockage et retransmission. La deuxième méthode, c'est la commutation cat throw. On va voir la différence entre les deux. Donc, la première méthode, store and forward, là, le switch, il va récupérer toute la trame. Il va vérifier s'il y a des erreurs. D'accord? Donc, il va faire ce qu'on appelle le FCS checking. Donc, c'est en fait le champ qui va lui permettre de détecter s'il y a une erreur au niveau de cette trame. D'accord? S'il détecte des erreurs, il va supprimer cette trame-là. D'accord? Donc, cette méthode, elle nécessite une mémoire, ce qu'on appelle buffer. D'accord? Pourquoi? C'est pour pouvoir stocker les trames reçues. Donc, à chaque fois, le routeur, il stocke ces trames-là, il vérifie s'il y en a des erreurs. S'il n'y a pas des erreurs, il va envoyer. D'accord? Donc, c'est une méthode qui est considérée la méthode par défaut sur les switches Cisco. D'accord? Donc, c'est une méthode qui est considérée comment au niveau de la transmission? Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce on peut considérer cette méthode en tant qu'une méthode rapide au niveau de la transmission des trains? Non, bien évidemment, d'accord? Donc, elle est caractérisée, par une transmission lente, d'accord? Vu que à chaque trame reçue, je dois vérifier et faire le check s'il y a des erreurs, oui ou non. Ainsi qu'elle nécessite une mémoire. Donc, imaginez que ce buffer, en général, il a une taille limitée, il sera saturé, d'accord? Est-ce que le switch, là, il est capable de recevoir de nouvelles trames? Bien évidemment que non, d'accord? Donc, ça, qui va alourdir de plus en plus la communication. D'accord? Donc, la deuxième méthode, c'est la méthode cat throw. Donc, la méthode cat throw, elle est beaucoup plus rapide au niveau de la transmission. Pourquoi? Car tout simplement, le switch, il ne va pas attendre jusqu'à la réception de toute la trame. Une fois il a reçu ces deux champs-là, le champ préambule et le champ destination, donc l'adresse MAC de destination, il commence directement la transmission. Donc, au niveau de cette méthode-là, il n'y a pas un contrôle d'erreur. D'accord? Donc, il peut envoyer des trames erronées. D'accord? Tout simplement, il ne va pas contrôler s'il y a des erreurs ou non. D'accord? Et bien évidemment, il ne va pas obliger d'avoir une mémoire buffer. Donc, il n'a pas besoin d'une mémoire buffer pour stocker les trains. Tout simplement, il va faire la transmission dès qu'il reçoit l'adresse MAC de destination. D'accord? Sauf que, oui, Elias, صوتك خشخشية الموضوع. je suis connectée actuellement. والله هذا شنو الكونيكسيون اللي عندي, je peux rien faire, je suis désolée. هذول من D'accord? الميكرو مش من الكونيكسيون من الميكرو. لا الميكرو مسا نخدم به مشو.
المشكلة أنا ما خاطر سألت قبل ما نقول لك ما تقدرش سامع التخشخيشات. اي تو تسمع فيا كليرمون ولا؟ ساعات يجي أما تو يجي Je, je peux, je peux rien faire. Je peux rien faire. Connexion, je suis connectée et le micro, je l'utilise depuis longtemps. D'accord? Il est fonctionnel. Merci pour la remarque de toute façon. D'accord? Donc, je répète, par rapport à la méthode 4 throw, j'ai dit qu'il ne va pas attendre la réception de toute la train. D'accord? Donc, une fois il a reçu l'adresse de destination, il commence la transmission. Donc, sauf que, afin d'éviter les problèmes de collision, donc, qu'est-ce qu'il va faire au niveau de la méthode fragment free? Donc, la méthode fragment free, c'est une méthode du 4 throw. Il va attendre jusqu'à 64 bytes, ou à la 64 octets. Une fois il a reçu 64 octets, il va commencer la transmission. D'accord? Donc, cette méthode de fragment free, c'est pour éviter le cas d'avoir des collisions au niveau des trains. D'accord? Donc, il attend 64 octets et par la suite, il commence le transfert des fichiers, plutôt des trains, pardon. Donc, pour résumer, pour transférer les trains, le switch, il a deux méthodes. La méthode store and forward et la méthode cat throw. D'accord? Donc, la méthode cat throw, il ne va pas vérifier s'il y a des erreurs au niveau de son train. D'accord? Donc, en parlant de domaine de collision et domaine de diffusion, c'est quoi un domaine de collision? Alors, c'est quoi un domaine de collision? Ok, la collision, c'est le fait que vous avez des trames endommagés, d'accord? Donc, il y a deux trains qui étaient envoyés en même temps et ils sont endommagés, d'accord? Donc, le problème ici, c'est quoi? Pourquoi il y a une collision? C'est tout simplement, vous avez des machines qui sont en concurrence sur le support, d'accord? Vous avez des machines qui sont toujours en concurrence afin de partager ce support, afin de communiquer sur le support. Donc, c'est quoi le comportement par défaut? C'est qu'ils vont faire l'écoute sur ce support-là. Donc, une fois ils détectent que le support il est libre, il n'y a pas un signal, ils vont échanger leurs infos. À un certain moment, quand deux machines ils vont détecter que le support il est libre et ils vont partager leurs informations en même temps, ça va donner une collision. Donc, deux trames qui vont être fusionnées et ils vont générer, bien évidemment, une trame endommagée. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on n'aura pas réellement une information sensible, on aura un signal bruit. D'accord? Donc, afin d'éviter ce problème, on doit utiliser un équipement qui va segmenter ce qu'on appelle les domaines de collision, oui ou non? Donc, ça va être quoi l'équipement qu'on va utiliser afin de segmenter les domaines de collision? Est-ce que c'est le répéteur ou le hub? Ils permettent de segmenter les domaines de collision. Exactement, c'est le switch et le routeur. Donc, ce sont les équipements niveau 2 et niveau 3. Ils vont permettre de segmenter
les domaines de collision. Donc ici, vous aurez par exemple, voilà. Donc chaque port de commutateur, il va être considéré en tant qu'un domaine de collision. Donc quand la machine 1, elle va générer de flux, elle va vérifier avec le switch si le support il est libre, oui ou non. Donc le switch ici, ça va être comme un arbitre. D'accord? Donc, il ne va pas tolérer que deux machines ils soient en concurrence sur le même support. D'accord? Donc, il va réellement segmenter ce grand domaine de collision en des petits domaines de collision et il va en fait organiser la communication. Il ne va pas tolérer que ces machines-là soient en concurrence. En termes de domaine de diffusion, c'est le fait que vous aurez une diffusion qui va être à l'étendue d'un réseau, donc auquel une machine, par exemple, elle va envoyer une diffusion, elle aura un switch, le switch, il va partager l'information sur tous les ports, de même, ce switch-là, vu qu'il y a une liaison, donc tant qu'on a des commutateurs au niveau de notre réseau, tant qu'on va amplifier le problème de diffusion des trains. Donc, afin de freiner une diffusion, là, vous aurez besoin d'un équipement niveau 3. D'accord? Donc, le routeur, il y a un équipement au niveau 3, il va vous permettre de limiter cette congestion. Il va arrêter la congestion de ces trames en diffusion. D'accord? Donc, pour résumer, le domaine de collision où les machines ils sont en concurrence sur le support, vous devez utiliser soit un switch en premier lieu, soit un routeur pour diviser les domaines de collision. Par rapport à la diffusion, le switch, il va plutôt compliquer le problème des diffusions. Allez, le switch, une fois il a reçu une trame en diffusion, il va la propager sur le reste de ses ports. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'un équipement niveau 3 qui va arrêter ces diffusions-là. D'accord? Donc, que chaque port du routeur, il est considéré en tant qu'un domaine de diffusion, en tant qu'un sous-réseau, séparé de l'autre. D'accord? Le port de ce routeur-là, il est considéré en tant que frontière. C'est la frontière de cette diffusion. D'accord? Et il va réduire, bien évidemment, l'encombrement au niveau de ce réseau. Donc, c'est la différence entre domaine de collision et domaine de diffusion. Au niveau de la connexion entre les différents switches, donc à travers un câble Ethernet, on parle d'une communication en mode full duplex et une communication en mode half duplex. Donc, le mode full duplex, c'est-à-dire que sur cette liaison, je peux communiquer, donc je peux envoyer et recevoir sur la même liaison. D'accord? Le mode half duplex, soit envoyer, soit recevoir. D'accord? La chose la plus importante, c'est qu'au niveau d'une liaison entre switch 1 et switch 2, on doit auto-négocier. Il y aura une négociation pour avoir un mode en commun. Donc, si un switch dans une partie, il configure le full duplex et l'autre, c'est le half duplex, la communication, elle ne va pas être réalisée. D'accord? Donc, il y aura toujours une erreur. D'accord? Donc, pour nous, toujours la communication, elle est en mode full duplex et on ne va pas modifier ce paramètre-là. Donc, juste pour votre connaissance, c'est qu'il y a deux modes de communication, le mode full duplex et le mode half duplex. D'accord? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Donc, comme j'ai bien précisé, ce sont des modes qui sont utilisés avec les réseaux Ethernet, d'accord, auxquels nous sommes en train d'utiliser des câbles, par exemple, Fast Ethernet, Gigabyte Ethernet, d'accord. Il parle de deux modes. Il y a le mode full duplex, donc bidirectionnel, tu peux envoyer et recevoir l'information, et il y a le mode half duplex. Il y a soit envoyer, soit recevoir, d'accord. Donc, comment ils peuvent détecter ces switches-là? Est-ce que c'est le mode full duplex ou là c'est le mode half duplex? Ça va être suite à une auto-négociation. Les deux switches, ils vont être en mode auto-négociation. Ça va être d'une manière dynamique entre les deux. D'accord? Soit on peut imposer. D'accord? Je peux imposer la configuration full duplex de part et d'autre. D'accord? Donc, ces settings, on ne va pas les voir ensemble. C'est juste pour votre connaissance.
D'accord? Donc, on ne va pas configurer ces modes-là. Pour nous, c'est toujours le mode full duplex qui est utilisé, le mode bidirectionnel. D'accord? D'accord? Donc, on va passer maintenant à la configuration de switch, la configuration de base. Donc, ici, je vais switcher entre le cours et la maquette. D'accord? Donc, pour vous montrer quelques parties de l'atelier. D'accord? Donc, je vais réaliser avec vous quelques parties de l'atelier et des parties que déjà, vous avez une idée à propos de ces éléments. Vous pouvez les assurer toutes seules. Donc, la première chose à connaître avec un switch, c'est qu'on doit créer ce qu'on appelle l'interface SVI. C'est quoi l'interface SVI? C'est l'interface Switch Virtual Interface. Donc, les interfaces de switch, ils ne peuvent pas être configurés avec des adresses IP. Oui ou non? Donc, les switches de commutateur, ce n'est pas comme les interfaces du routeur. D'accord? Donc, les interfaces d'un switch, ils ne peuvent pas avoir une adresse IP. Alors que j'ai besoin de configurer ce switch à distance. Donc, pour que je puisse configurer ou accéder à ce switch à distance à travers, par exemple, le protocole Telnet, j'ai besoin d'une adresse IP. Donc, pour résoudre ceci, ils ont créé ce qu'on appelle une interface SVI. D'accord? C'est le Switch Virtual Interface. En général, elle est nommée VLAN 1. D'accord? Donc, son nom, on lui affecte un nom. Les interfaces physiques, le nom, interface face Ethernet 01, interface face Ethernet 02. Là, on ne peut pas utiliser ces noms-là. D'accord? Donc, je vais créer une interface virtuelle ou d'accord? Ce nom-là, ça va être VLAN 1. Bien évidemment, il peut être modifié. Hein. Je me suis interface VLAN 99. Donc, tout dépend de l'énoncé. C'est quoi le nom de l'interface qu'il va utiliser. D'accord? Mais de toute façon, il va gérer la même chose. D'accord? Donc, c'est juste une question de nom. D'accord? Donc, en tant que best practice et la nomenclature par défaut, c'est le VLAN 1. Donc, comment on peut le configurer? Donc, là, l'exemple, il y avait interface VLAN 99. Ce n'est pas VLAN 1. D'accord? Donc, c'est juste question de nom. D'accord? Mais les deux, ce sont des interfaces SVI. D'accord? Je lui attribue une adresse IP. Donc, IP address, je donne l'adresse IP et le masque. Et je fais un no shutdown. Donc, on dirait que je suis en train de gérer une interface physique. D'accord? Et je précise une passerelle. Donc, j'ai une connexion entre le PC, le switch et le routeur. Donc, la passerelle réellement de ce switch, c'est l'interface du routeur. Donc, IP Default Gateway, et je donne l'adresse de la passerelle. Allez, l'adresse de la passerelle, elle est importante. C'est au cas où vous avez une machine qui existe dans un autre réseau. Ce n'est pas ce réseau-là. D'accord? Il existe maintenant au niveau du réseau 192.168.0.0/24. Et elle veut accéder à ce switch. Donc, l'adresse de la passerelle, elle est très importante à fixer sur le commutateur. D'accord? Donc, c'est par rapport à l'interface SVI. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette interface? D'accord? Donc, encore une fois, on parle par rapport au duplex communication, donc le mode bidirectionnel et le mode half duplex. D'accord? Donc, ici, comme j'ai bien précisé, pour nous, c'est le mode full duplex qui va être utilisé. Au niveau du cours, puisque c'est un cours officiel du Cisco, donc il présente les différentes configurations. Mais on ne va pas les modifier. D'accord? Donc, ceci, ça ne nous concerne pas. Donc, en ce qui concerne la sécurité de port, donc par défaut, quand je vais connecter une machine et un switch, donc directement, ça va être en fait connecté. Donc, je vais vous montrer sur la maquette. Donc, voilà, j'ai mon switch et deux PC. Donc, je vais accorder entre le switch et le PC à travers un câble quelconque. Donc, vous allez remarquer que ce câble-là, il va être allumé en vert directement. D'accord? Donc, sans vérification.
Donc, ceci, il est considéré en tant qu'une faille de sécurité. Pourquoi? Car on pourra avoir des machines non autorisées sur le réseau et ils vont essayer de se connecter. D'accord? Donc, ceci, ça peut être considéré en tant qu'un problème de sécurité. Donc, afin de sécuriser les ports du commutateur, la première chose à faire, c'est de désactiver les ports non utilisés. Maintenant, le switch, un switch 2960, il comporte 24 interfaces face Ethernet et 2 GB Ethernet. Alors que je vais utiliser uniquement 2 ports. D'accord? Les autres, ils vont être actifs sans être utilisés. D'accord? Donc, ça pose un problème côté sécurité. Donc, la solution qu'on doit faire, la première chose, c'est de désactiver les interfaces non utilisées. Donc, on accède et on fait un shutdown. D'accord? Maintenant, on va passer à l'opération de sécurité de port. C'est-à-dire quoi la sécurité des ports? C'est-à-dire que les ports qu'on va utiliser, qui vont être actifs, d'accord? On doit fixer quelles sont les machines autorisées à utiliser ce port-là. Donc, je dois fixer réellement le nombre de machines. Comment on peut contrôler ce nombre-là? C'est à travers les adresses MAC. Réellement les adresses MAC des machines qui vont être connectées via ce port-là. D'accord? Donc, je limite le nombre. On colle sur ce port-là, le port 2, on a uniquement 2 machines. C'est le nombre maximum. D'accord? J'ai uniquement 2 machines qui peuvent être utilisées. Les machines, bien évidemment, autorisées ou à la légitime. D'accord? Donc, toute connexion de la part d'une machine non autorisée, ceci, il est considéré en tant qu'une attaque. Voilà ce qu'on appelle a security violation. C'est-à-dire qu'il y a une attaque de sécurité ici. Il y a une machine non autorisée qui tente de se connecter. D'accord? Donc, la sécurité de port, elle se résume en 3 méthodes. Il y a 3 méthodes. La méthode statique, static secure MAC address, c'est-à-dire que je vais fixer statiquement les adresses des machines autorisées. Il y a la méthode dynamique, c'est que le switch, il va faire un auto-apprentissage. Et il y a la méthode sticky, c'est une méthode, une sous-méthode de la méthode dynamique. Elle est aussi considérée en tant qu'une méthode dynamique. D'accord? Une fois il y a eu a violation security, il y a eu une attaque, là, je dois, on doit fixer une sanction, en quelque sorte. D'accord? Donc, ça va être quoi la sanction? Ça va être en 3 actions. Il y a l'action protect, il y a l'action restrict et il y a l'action shutdown. Donc, l'action la plus prioritaire ou l'action la plus fiable, en quelque sorte, c'est l'action shutdown. C'est-à-dire quoi, shutdown? Donc, j'ai dit qu'en cas où il y a eu une violation au niveau d'un port, on va appliquer le shutdown. Il y a une machine non autorisée qui vient de se connecter. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette interface? On va le arrêter immédiatement. Donc, dès que je détecte qu'une machine non autorisée vient de se connecter via ce port-là, j'arrête réellement cette interface pour interrompre que cette machine-là envoie du trafic. D'accord? Pour éviter qu'elle envoie des trafics, bien un trafic malicieux au niveau de notre réseau. La méthode protect et la méthode restrict, elle va garder quand même le port actif. D'accord? Le port, il ne va pas être en état shutdown. Il va être en état actif, sauf que il ne va pas tolérer le passage du trafic. D'accord? Quand je vais activer le protect et le restrict, le trafic généré par la machine non autorisée, il ne va pas passer, il ne va pas circuler sur le réseau. D'accord? Maintenant, la différence entre les deux, le mode protect et le mode restrict, c'est qu'au niveau du mode restrict, on va envoyer un message de notification vers l'administrateur. Ce qu'on appelle des messages SNMP et des messages syslog. C'est pour alerter votre administrateur. C'est le mode restrict. Le mode protect, il va juste bloquer le trafic généré de cette machine. D'accord? Il va pas tolérer le passage, pardon, il va pas tolérer le passage du trafic, d'accord? Mais malheureusement, il va pas notifier l'administrateur, d'accord? Maintenant, comment on peut considérer qu'il y a eu une violation sur notre port, une security violation sur ce port-là, si réellement le nombre maximum des adresses MAC, il est dépassé. On a uniquement 2 machines autorisées sur ce port-là, on détecte qu'il y a une 3e, là, il est considéré en tant que violation security. D'accord?
Le deuxième cas, c'est au cas où vous avez une machine qui est autorisée sur un port bien déterminé, on le détecte, elle est connectée sur un neutre. D'accord? Elle a un difficile 4 ports. La machine A, elle est censée d'être connectée sur le port 1. Je détecte qu'elle est connectée sur le port 4. Là, elle est considérée en tant qu'attaque. Donc, ce sont les deux cas auxquels on parle de violation mode. Une fois il a détecté ceci, directement, il doit appliquer une de ces actions-là. D'accord? Donc, c'est concernant la sécurité de port. Donc, côté configuration, donc on accède à l'interface, on active le mode accès, le mode d'acheminement, le switch port security, on active la sécurité et puis on va préciser le nombre maximum des machines tolérées à utiliser ce port et on précise la méthode. Est-ce que c'est la méthode sticky, est-ce que c'est la méthode statique ou bien la méthode dynamique? D'accord? Donc, on précise la méthode auquel on va utiliser. Donc, dans l'atelier, on va voir ensemble la méthode statique. Et pour vous, je vais vous demander d'utiliser la méthode sticky pour voir c'est quoi la différence. D'accord? Donc, voilà, le Show Port Security Interface. La sécurité, elle est activée sur ce port. Vous avez le Violation Mode Shutdown. Donc, en cas d'utilisation par une machine non autorisée, il va arrêter cette machine-là. Le nombre maximum, c'est à 50, suivant la configuration. Et ici, Sticky MAC Address, c'est 1, c'est-à-dire qu'il y a une machine qui a détecté son adresse MAC. Et Security Violation Count, c'est un compteur. En cas où il y a une attaque, ce compteur-là, il va être incrémenté par 1. D'accord? On va le voir par la suite au niveau de l'atelier. D'accord? Voilà, ce sont juste des screenshots de vérification par rapport à la sécurité de port. D'accord? Et en cas, bien évidemment, de violation, donc le port, il va être mis en error disabled et il va être arrêté. Donc, on aura ce genre de screenshot au niveau de notre console. Il va générer des erreurs. C'est pour dire que ce port-là, il ne peut pas être utilisé. D'accord? Donc, je ne peux pas envoyer du trafic. Donc, la solution, ça va être quoi? C'est le fait d'accéder encore une fois à ce port-là, l'arrêter et l'activer encore une fois. Donc, c'est du shutdown et no shutdown pour éliminer le problème de error disabled. D'accord? Donc, bien évidemment, après vérification de l'état de sécurité. Hein. Voilà. Des questions à propos de ça? On passe à l'atelier pour comprendre au mieux ses objectifs. Donc, juste une minute. Alors, donc l'atelier, il est composé de 4 parties, d'accord? Donc là, on va commencer par une architecture simple. Il nous donne un tableau d'adressage. Donc l'interface SV, il est nommé interface VLAN 1, son adresse IP, son masque et les adresses des différentes machines avec leur masque et passerelle. Donc, comme j'ai dit, il y a 4 parties. La configuration, le câblage, la configuration des paramètres, le test de connectivité, la gestion des adresses MAC et la sécurité des ports.
Donc, on va trouver, voilà, on va faire ensemble la partie 4 et la partie 5. D'accord? Donc, ici, tout ce qui est configuration de base, vous avez déjà traité ceci avec le module IP Essential. Donc, tout ce qui est, en fait, nomination de l'équipement, donc hostname, et on l'affecte un nom, la sécurité des mots de passe, donc comment on peut chiffrer les mots de passe, Service Password Encryption, la précision des mots de passe pour le mode Enable, le mode EVTY, le mode console, la désactivation de la recherche DNS, et la commande non IP domaine lookup, la bannière de jour. Donc, ces paramètres-là, on l'a déjà vu au niveau, voilà, avec le routeur. C'est la même chose, d'accord? Sauf que l'année, on va faire ensemble la configuration de l'interface SVI, d'accord? C'est une nouvelle configuration. Et on va faire la partie 3, le remplissage de la table MAC et la sécurité de port. Donc, on est face à ce schéma-là, d'accord? Et les fils de PC et le switch. Donc, comment je peux configurer un switch nouvellement installé au niveau d'une maquette? Comment on peut y accéder? Grâce à quoi? Donc, je viens d'acheter un switch et je veux le configurer. Est-ce que je peux accéder directement? Voilà. Très bien, l'OI, c'est à travers un câble console, d'accord? Donc, ça va être ce câble bleu entre le PC et le switch, d'accord? Et on accède au terminal. Donc, PCA, terminal, et vous allez être sur la console de switch, d'accord? Donc, et là, pour que ça soit clair, je vais utiliser la console de switch, d'accord? Donc, là, en fait, la police, elle est beaucoup plus claire. Donc, je vais faire quelques commandes pour voir les caractéristiques de ce switch-là. Donc, par exemple, je vais passer à travers le mode Enable, je vais faire un show running config pour voir quoi? C'est quoi le running config? Le show running config. Le running config, c'est quoi? À chaque fois que vous allez sauvegarder, vous faites... Non, ce n'est pas administration en global. Vous faites copy running config, startup config, oui ou non? Voilà, c'est la configuration actuelle ou elle est active du commutateur. D'accord? Donc, elle est stockée dans quelle mémoire? Le running config, il est stocké dans quelle mémoire? Est-ce que c'est la mémoire NVRAM? C'est une configuration active, actuelle, donc il est stocké au niveau de la mémoire RAM. D'accord? Donc, c'est la mémoire volatile. Donc, si je configure et je ne sauvegarde pas au niveau du startup config, j'aurai un contenu vide, je n'aurai pas de configuration. Donc, le running config, c'est un fichier de configuration actif, actuel. D'accord? Si j'ai besoin de garder cette configuration, je dois la copier au niveau du startup config. Donc, ici, notre switch, il est composé de combien d'interfaces face Ethernet? Et combien d'interfaces Gigabyte Ethernet? Suivant l'affichage. Exactement. Donc, vous avez 24 ports à l'interface Fast Ethernet. On a 2 ports Gigabyte Ethernet. Maintenant, si j'exécute la commande suivante, show startup config. Donc, le startup config, c'est le fichier de configuration de démarrage. Donc, qu'est-ce qu'il fait là? Il me donne une alerte. Startup config is not present. Pourquoi? Donc, le startup config is not present. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le fichier de démarrage, il n'existe pas. Il n'y a rien sur
voilà, il n'y a pas d'enregistrement. Je n'ai pas fait une configuration. Je viens d'installer le switch. Donc, c'est tout à fait normal. D'accord? Donc, le startup config, c'est un fichier qui est stocké au niveau de la mémoire NVRAM, la mémoire non volatile. D'accord? Donc, actuellement, le fichier, il est vide. D'accord? Donc, vu qu'on n'a rien configuré. Maintenant, je vais essayer de voir les caractéristiques de l'interface VLAN 1. C'est l'interface SVI. Donc, Show Interfaces, VLAN 1. Donc, cette interface, réellement, elle partage les mêmes caractéristiques qu'une interface physique. Donc, on peut trouver le MTU, la bande passante, le délai, donc toutes les caractéristiques communes avec une interface physique. Donc, sauf que cette interface, elle est down actuellement. Pourquoi? Car je n'ai pas encore configuré l'interface SVI. D'accord? Donc, je vous montre ceci pour dire qu'elle partage les mêmes caractéristiques qu'une interface physique, sauf qu'elle est virtuelle, elle est là juste pour qu'on puisse configurer une interface à notre switch, une interface IP. Maintenant, si j'ai besoin de voir quelles sont les caractéristiques de ce switch-là, je vais taper la commande show version. Donc, show version, elle va lister les différentes caractéristiques de ce switch-là, les composants internes. Elle va lister le modèle auquel je suis en train d'utiliser, c'est le modèle C2960. Donc, la version de l'iOS, de système d'exploitation que j'utilise, c'est la version 12.2, d'accord? Et le fichier de système d'exploitation, c'est réellement un fichier ayant l'extension quoi? C'est quoi l'extension de mon fichier de configuration, de mon fichier, pardon, de système d'exploitation? Les hauts de l'iOS. C'est notre image. C'est un fichier .bin. D'accord? Donc, c'est un fichier binaire .bin qui est stocké par défaut au niveau de la mémoire flash. D'accord? Donc, l'iOS qui m'a chauffé le routeur. D'accord? L'image de système d'exploitation, c'est un fichier .bin qui est stocké au niveau de la mémoire flash par défaut. D'accord? Donc, c'est par rapport aux caractéristiques de notre switch ainsi que qu'on a pu examiner le contenu de la mémoire flash et faire l'image de notre iOS. RAM et flash. La mémoire RAM, elle comporte uniquement le fichier de configuration actuel. D'accord? La mémoire flash, elle comporte l'image de l'iOS. D'accord, Hedy? Donc, pour résumer, la mémoire RAM, on va trouver le fichier de configuration actuel. La mémoire NVRAM, on va trouver le fichier startup config. Et la mémoire flash, elle va stocker par défaut le fichier iOS. C'est un fichier, le système d'exploitation, après tout. D'accord? Donc, maintenant, je vais commencer la configuration de base. Donc, je ne vais pas, en fait, afficher tout ce qui est nomination de switch, désactivation de la recherche DNS. Vous avez tous les commandes sur le fascicule. Vous pouvez le faire par la suite tout seul. D'accord? Donc, je vais juste configurer l'interface SVI. Donc, je passe en mode de configuration globale. Interface VLAN 1. D'accord? Et je vais préciser une adresse pour cette interface. Donc, suivant le tableau, il a donné réellement l'adressage que je dois utiliser. Donc, voilà. Votre interface SVI, elle est nommée VLAN 1. Son adresse, c'est 192.168.1.2/24 et la passerelle, c'est 192.168.1.1. Donc, juste, je dois respecter la config. Point 1, point 2. Il ne faut pas oublier d'activer l'interface, on dirait une interface physique. Hein. No shutdown. Qu'est-ce qu'il affiche? Interface VLAN 1, change state to up. D'accord? Donc, elle est active actuellement. Je précise la passerelle. IP default gateway 192.168.1.1. Comme ça, on peut tolérer
réellement une machine qui existe au niveau d'un autre réseau d'accéder au switch et de l'administrer. C'est ça l'utilité de la configuration de la passerelle. Donc maintenant, si je vais afficher les caractéristiques de l'interface VLAN 1, donc Show Interfaces VLAN 1, donc cette fois-ci, on a VLAN 1 is up, Line Protocol is down, le switch actuellement, il n'est pas accordé à qu'un PC, d'accord, à qu'un PC, d'accord, donc il n'y a pas de raccordement. Donc là, il affiche l'adresse MAC de notre switch et il affiche l'adresse IP qu'on a affectée à notre interface, d'accord. Donc, c'est par rapport à la configuration du SVI. Bien évidemment, vous pouvez fixer un mot de passe pour la console et un mot de passe pour les lignes VTY. Donc, maintenant, je vais câbler. On va utiliser le port Fast Ethernet 05 pour le PCA et le Fast Ethernet 06 pour le B. C'est suivant l'atelier. D'accord? Donc, bien évidemment, je dois configurer les machines. Je dois mettre des adresses IP. Point 1, point 10. La passerelle, c'est la même. Point 1, point 1. Comme au niveau de switch. La machine B. Point 1. Donc, actuellement, j'ai terminé tout ce qui est câblage et j'ai configuré mes machines. D'accord? Donc, on peut le vérifier maintenant. Voilà. Donc, maintenant, il affiche VLAN 1 is up, Line Protocol is up. Allez, Line Protocol is up. C'est bon, on a fait un raccordement avec des machines. D'accord? Donc, il y a une liaison entre les switches et ces machines. D'accord? Maintenant, on va essayer de tester la connectivité. Donc, à partir du PCA, je vais accéder au command prompt et je vais essayer de tester la connectivité vers l'interface VLAN 1 du switch. Donc, ping 192.168.1.2. Donc, cette adresse IP, c'est l'adresse qu'on a affectée à l'interface VLAN 1 tout à l'heure. Donc, voilà. Voilà, un paquet perdu et les autres, ils sont transmis. C'est bon. Donc, c'est par rapport au test de connectivité. Maintenant, je vais essayer d'analyser le contenu de la table MAC. Donc, comment elle va être alimentée, la table MAC, suivant ce qu'on a vu au niveau du cours. Comment elle va être alimentée, cette table MAC, qui est une correspondance entre les adresses MAC des machines et les ports. Comment elle va être alimentée, cette table MAC? Alors, donc, elle est alimentée, bien évidemment, dynamiquement. C'est la configuration par défaut, ce qu'on appelle le auto-apprentissage. Donc, puisque j'ai réalisé maintenant un test de connectivité entre le PCA et l'interface SVI, donc automatiquement, la table MAC, elle était alimentée. Maintenant, l'adresse de la machine B, est-ce qu'elle est sauvegardée au niveau de la table MAC? Non. Pourquoi? Le switch, il n'a pas détecté actuellement, oui ou non? Donc, c'est vrai, elle est connectée, mais vu qu'elle n'a pas lancé un flux jusqu'à maintenant, donc c'est pour ça, le switch, il n'a pas détecté. Donc, au niveau de la table MAC, elle n'existe pas. Donc, il suffit de faire quoi? Il suffit de
lancer une communication au niveau de cette table. D'accord? Donc, au niveau de la machine PCB. Donc, voilà. On va tester la connectivité entre la machine A et la machine B. Donc, la machine B, c'est 11. Voilà, donc j'ai testé la connectivité entre le PCB et le PCA. Donc, je vérifie au niveau de la table MAC. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque maintenant? Il a ajouté l'adresse MAC de qui? De la machine B. Toujours à travers quelle façon? Voilà, quelle méthode? C'est la méthode dynamique. Et c'est la méthode par défaut. C'est du auto-apprentissage. Est-ce que c'est clair? C'est bon, je passe? Maintenant, je vais effacer le contenu de l'adresse de la table MAC. Donc, clear MAC address table. On va voir maintenant l'alimentation via la méthode statique. D'accord? Donc, on passe en mode de configuration globale. MAC address table static, c'est-à-dire que je vais alimenter la table MAC d'une manière statique. Et je vais prendre l'adresse MAC de la machine A. Donc, j'ai pu le récupérer directement. Sinon, tu vas au PCA et on exécute la commande ipconfig/all. Donc, ipconfig/all, elle va vous donner toutes les informations qui concernent la machine. Et tu peux récupérer l'adresse MAC ici. Donc, physical address, il y a l'adresse MAC interne. D'accord? Donc, tu peux copier celle-là ou bien, j'ai pu la récupérer directement. C'est clair? VLAN 1. Donc, VLAN 1, on a un seul domaine de diffusion. D'accord? Donc, par défaut, il est nommé VLAN 1. Et interface, donc, il est connecté, l'interface face Ethernet 0.5. J'ai une erreur. Espace. Voilà. D'accord? Maintenant, il me reste à faire quoi? À vérifier. Show MAC address table. Qu'est-ce qu'on remarque maintenant? Par rapport au contenu précédent. C'est-à-dire le type statique, c'est que cette table MAC, elle était alimentée statiquement. D'accord? Donc, l'administrateur, il a mis en place l'association numéro de port et adresse MAC. Il l'a mis manuellement. Tout à l'heure, c'était dynamique. D'accord? C'est le switch, il le fait dynamiquement. Une fois la machine, elle lance en fait une communication. Il détecte et il alimente sa table MAC. C'est clair? Donc, pour résumer, au niveau de cette partie-là, la partie 4, elle s'intéresse à la gestion de la table MAC, qui se fait par deux façons. La façon par défaut, c'est le mode dynamique auto-apprentissage. D'accord? Ou bien le mode statique. D'accord? Comme on l'a vu maintenant, c'est statiquement, l'utilisateur, il va alimenter cette table. Je vais désactiver cette configuration afin de garder uniquement le mode par défaut. Donc, la même adresse, la même commande, pardon, et je mets un no pour désactiver ceci. D'accord? Exit. Donc, si je fais un show MAC address table, je vais trouver un contenu qui est vide. Donc, le show MAC address table, il peut appliquer des filtres. Donc, je peux afficher uniquement le contenu dynamique, les entrées prises dynamiquement, ou les entrées par interface, ou bien les entrées statiques. On peut appliquer un filtre, d'accord? Donc, elle est vide vu que elle est écrasée chaque 5 minutes, d'accord? Le contenu, il va être supprimé chaque 5 minutes, d'accord? Et il dépend des communications échangées. À chaque fois que vous avez une communication,
il alimente le contenu de sa table MAC. C'est clair? Donc maintenant, je vais passer à la sécurité des ports. Et c'était la dernière partie qu'on a vue au niveau du cours. Donc maintenant, mon objectif, c'est de sécuriser le port Fast Ethernet 0.5. D'accord? Donc, je vais le sécuriser avec le switch port security, la méthode statique. D'accord? Donc, on a dit qu'il y a trois méthodes. La méthode statique, la méthode dynamique et la méthode sticky. Donc, ici, je vais présenter la méthode statique pour vous et vous êtes invité à répéter le même scénario, mais avec la méthode sticky pour le port Fast Ethernet 0.6, le deuxième port. D'accord? Et il raccorde le PCB. Donc, on va commencer par la partie sécurité des ports. Donc, c'est qu'il y a des étapes. La première chose à faire au niveau de la sécurité des ports, c'est de désactiver les interfaces non utilisées. D'accord? Donc, si je vais afficher les interfaces, on va faire un show IP interfaces. Brief. Donc, il va m'afficher les interfaces de mon switch. Donc, toutes les interfaces, ils sont actifs. Il suffit que j'accorde un PC à ce switch-là et il va être en état up. D'accord? Donc, l'objectif, c'est de désactiver les interfaces qu'on n'utilise pas. Je suis en train d'utiliser uniquement le port 5 et le port 6, alors que les autres, ils ne sont pas utilisés. Donc, je vais les désactiver. Interface range. Range, c'est l'intervalle. Donc, ça va être le Fast Ethernet 0.1 jusqu'à 4. On va faire un shutdown pour les arrêter. Le deuxième intervalle, il commence du 7. Le port 5 et le port 6, ils sont actifs. Donc, Fast Ethernet du 7 jusqu'à 24. Et on va faire un shutdown pour les arrêter. D'accord? Il me reste quoi? Il me reste les interfaces Gigabyte. Donc, Gigabyte 0.1 jusqu'à 2. Et on va faire un shutdown. Donc, c'est la première étape au niveau de la sécurité des ports qu'on doit toujours appliquer. Donc, on a un canal genre le show IP interface brief et ils sont en état down, uniquement le Fast Ethernet 0.5 et 0.6 qui vont être actifs. Maintenant, on va appliquer la sécurité de port sur le port 5. Il connecte le PCA. Donc, j'accède à ce port. La première chose, c'est de l'arrêter. Shutdown. On active le mode d'acheminement, switch port mode access. Donc, switch port mode access, il permet d'activer l'acheminement sur ce port. Par la suite, j'active la sécurité, switch port security. D'accord? Encore une fois, switch port security, mais cette fois-ci, je vais préciser le nombre maximum de machines qui peuvent être connectées sur ce port. Je vais dire que 1. J'ai le droit uniquement au PCA qui soit connecté à ce port. Switch port security. Maintenant, je dois préciser son adresse MAC. Donc ici, MAC address, point d'interrogation. Vous avez deux possibilités. Soit le mode statique que je vais faire maintenant, soit le mode dynamique et le mode sticky. D'accord? Que vous devez faire, vous, pour le deuxième câble, le port 6. Je dois récupérer l'adresse MAC de la machine. Et le PCA. À travers toujours la commande ipconfig. Voilà, j'ai récupéré. Maintenant, je dois appliquer une sanction au cas où ce port-là, il va être pris par une machine non autorisée, c'est-à-dire autre que le PCA. Donc, switch port security violation shutdown. Je vais dire que s'il y a une machine qui tente de se connecter, on doit arrêter l'interface. D'accord?
J'applique maintenant le no shutdown pour activer encore une fois mon port. C'est clair? Donc, c'est la configuration côté sécurité. Donc, au port security, passe Ethernet 0.5. Donc voilà, il affiche la sécurité, voilà les paramètres de sécurité que j'ai fixés pour ce port-là. Donc il dit port security is enabled, donc c'est actif, status is up, le violation mode c'est shutdown, secure static address disabled, maximum address c'est 1, l'adresse max c'est 00, allez, je n'ai pas encore lancé une communication, donc je dois lancer une communication pour qu'il fait une correspondance entre ce qui est sauvegardé et bien évidemment la machine qui est connectée. Et le security violation count, c'est le compteur, il est à 0, bien évidemment, vu qu'il n'y a pas une attaque. Donc, je dois lancer un test ping, un test de connectivité. Donc, je ping encore une fois l'interface SVI. Je répète le show port security. Donc, on remarque bien qu'il a sauvegardé l'adresse. D'accord? Donc, il a fait une correspondance entre l'adresse sauvegardée et l'adresse qui vient de se connecter. D'accord? Donc, quand il détecte qu'il s'agit de la même adresse, il a autorisé le trafic. Il n'a pas bloqué le trafic. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui? Parfait. Maintenant, je vais tester le cas où j'ai une attaque. On va simuler une attaque. L'attaque, ça va être quoi? Ça va être que la machine B, elle va se connecter vers le port face Ethernet 0.5, alors que ce n'est pas une machine autorisée à utiliser ce port. Donc, face Ethernet PC B, et ici, face Ethernet 0.6 au PC A. D'accord? Donc, jusque-là, le switch réellement, il ne peut pas détecter. Quand est-ce qu'il va détecter que cette machine PCB, elle n'est pas autorisée? C'est quand elle va lancer un trafic, elle va lancer une communication. Donc, je vais faire un test de connectivité entre PCB et PCA. Je lance le ping. Donc, qu'est-ce qu'on remarque sur la maquette? Qu'est-ce qu'il a fait, le switch? Voilà, un shutdown. Donc, dès qu'il a détecté une adresse MAC autre que celle du PCA, il a bloqué le trafic. Donc, aucun paquet, aucune trame n'était transmise. Donc, maintenant, sur le switch, d'accord? Donc, je vais détecter, voilà, je vais lancer la commande show port security. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit, le show port security? Il va lister l'adresse MAC qui vient de se connecter, il va l'enregistrer et il va incrémenter le créneau de Security Violation Count. Les à 0. Maintenant, c'est à 1. Allez, il y a eu une attaque. Il y a une machine qui vient de se connecter. D'accord? Le statut du port, il est shutdown. Vu qu'il y a une attaque, il a appliqué l'action qu'on a précisée. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Maintenant, je dois récupérer l'état normal. D'accord? Donc, on va rendre les ports convenables. Donc, le port 5 pour le PCA et le port 6 pour le PCB. La première chose à faire, je dois corriger l'état du port 5. D'accord? Donc, j'accède à ce port-là. Donc, il y a une erreur actuellement. Donc, conf T FA05,
j'applique un shutdown et un no shutdown pour l'activer. D'accord? Maintenant, je suis en train de récupérer le port 5. D'accord? Après l'attaque ou l'erreur. Je vais afficher le show port security. Donc, encore, il est en train de sauvegarder la dernière adresse, sauf que l'année, le compteur, il est à 0. D'accord? Il revient à l'état 0 après l'attaque, où l'année, il annonce que la sécurité, il est enabled et le statut, il est up de cette interface-là. Donc, l'année, il suffit de lancer une nouvelle communication pour réactiver l'état de l'acheminement du paquet, de l'interface, l'état de l'acheminement de l'interface. Donc, on va répéter la même chose. Donc, il récupère l'adresse MAC correcte. Il fait une correspondance avec l'adresse MAC légitime. D'accord? Donc, il n'y a pas une attaque. L'acheminement, il peut être fait via ce port-là, correctement. Donc, c'est par rapport à la partie sécurité de port. Ce que je vous demande maintenant, c'est d'appliquer la même chose, mais avec la méthode sticky, la deuxième méthode. Donc, la méthode sticky, elle ne nécessite pas l'utilisation de l'adresse MAC explicite. Le switch, il va récupérer l'adresse MAC. D'accord? Donc, je vous demande de le tester sur le port 6. Vous avez des questions?